Hop là. Bonjour tout le monde. Donc j'ai retrouvé mon téléphone. Hop là, donc ça c'est bon. Hop. Donc j'avais envie de vous proposer un petit peu voir comment un hacker fait en fait, pour attaquer un site internet. Alors on va faire un truc assez simple, hein. On va pas chercher des trucs super compliqués. C'est pas du gros hacking, mais bon voilà, ça a le mérite d'être intéressant si vous avez jamais vu. Puis bah sinon vous allez peut-être apprendre des trucs, hein, parce que on sait pas. Pour faire ça, je vais utiliser pas un vrai site parce que j'ai pas le droit, parce que c'est illégal, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle un wargame. En fait, c'est une machine virtuelle. Je vais installer chez moi en local et donc je vais attaquer ça. Donc j'ai le droit de le faire parce que c'est une machine qui est faite exprès pour ça. Et que en gros j'en suis le propriétaire puisqu'elle est sur ma machine, donc j'ai l'autorisation du propriétaire et c'est une machine exprès pour. Donc si vous avez ces deux choses là, normalement vous avez le droit de le faire aussi chez vous. Donc alors on va se mettre la petite fenêtre, c'est où? Là. Donc Firefox, off, et on va la mettre là pour que ce soit plus joli. Là, là. Bon. Ok. Donc en fait, la machine virtuelle que je vais utiliser, elle est disponible sur le site Over the Wire, qui est un site de Wargame, donc c'est ce lien-là. Donc en fait, ce site-là, si vous avez envie de jouer dessus, c'est un site qui référencie plein de Wargames, donc des jeux de hackers, enfin, de hackers au sens pirate, enfin attaque de site, quoi, hein. Donc il y a des jeux en ligne, il y a des jeux avec des VM, il y a enfin des machines virtuelles, il y a plein de choses. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la HES 2010. Donc c'est donc une VM qui avait été mise à disposition lors du salon donc Akito Ergo Sum de 2010 à Paris. Donc en fait, pendant les salons de hackers, ils mettent à disposition des machines pour jouer dessus. Donc ils mettent en place des sites qui sont exprès pas bien faits, enfin un peu pourris dans la sécurité pour justement pouvoir s'entraîner dessus. Donc si vous voulez faire la même chose chez vous, bah, faut aller sur ce site-là, donc Over the Wire, et puis télécharger donc le HES 2010. Moi je l'ai déjà fait, donc en fait après pour l'utiliser, il faut avoir donc un gestionnaire de machines virtuelles. Moi j'utilise VM VirtualBox. Donc VirtualBox, hop là, je vais l'ouvrir et je vais vous l'afficher. Tac. Donc VirtualBox. Hop, voilà. Je vous le mets là. Donc voilà, ça c'est donc le VirtualBox, c'est le gestionnaire de machines virtuelles. Et donc je vais y mettre dedans la machine virtuelle donc j'ai téléchargé depuis le site que je vous ai montré juste avant. Donc hop là, normalement c'est pas très long. J'ai pas 40 fenêtres ouvertes, voilà. Donc importer. Ah oui, tiens, il montre pas toutes les boîtes de dialogue. Bon. En gros, le fichier que j'ai téléchargé, il me demande de l'importer et il va me rajouter la machine à dans mon gestionnaire. Encore quelques instants, c'est pas très long, le plus long c'est de le télécharger. Il faut un peu de place sur votre disque dur. Donc là, je suis sous Windows. Tout ce que je vais faire est disponible aussi bien sous Windows que sous Linux, hein. Le VirtualBox il existe sous Linux. Je préférerais être sous Linux, mais le streaming vers Twitch, il marche mieux sous Windows, donc je vais être sous Windows. Si jamais il y a un problème de son ou de quoi que ce soit, ou d'image, enfin vous me dites, hein, pour l'instant, je ne maîtrise pas encore bien la technique. Donc, j'ai importé
la machine virtuelle, donc HES 2010, elle est là. Et donc je vais la démarrer. Donc, bon, je ne vais pas vous afficher toutes les fenêtres, mais en gros, vous avez, en fait, vous voyez, il y a un petit coin noir là, un petit carré noir. En fait, on voit l'état de la machine, donc quand elle va démarrer, on va le voir dedans. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il y a un petit souci, non, c'est bon. Ration, réseau, hop. Si elle ne veut pas démarrer, ça va être compliqué. Si c'est bon, voilà. Bon, vous l'avez en petit là dans un coin, je peux vous le mettre en grand. En fait, ce que ça fait, c'est que ça lance une fenêtre où on voit dedans donc une machine qui est complètement virtuelle, donc qui permet de. En fait, c'est cette machine-là qu'on va attaquer. Je vais vous la montrer en grand. C'est celle-là, ouais. Hop. Là. Donc en l'occurrence, c'est une machine Ubuntu. Mais on s'en fout, en fait, tout ce qu'on veut, c'est qu'elle existe, mais on va pas se connecter dessus, en fait. Là, vous voyez, il y a un login mot de passe. Nous, on n'y touche pas. En fait, on veut l'attaquer, cette machine-là. Donc, on va pas y aller directement de manière administrateur, on va aller de manière hacker. Donc, alors, la machine tourne. Donc, en fait, ce qu'elle fait, cette machine-là, elle a un site internet. Alors, on va faire le hacker qui ne sait pas du tout, qui connaît rien de cette machine-là. Donc je vais faire comme si je ne savais pas qu'il y avait un site internet dessus. Tout ce que j'ai de cette machine-là, c'est son adresse IP. Donc son adresse IP, c'est l'adresse donc pour repérer une machine. Donc quand vous tapez une adresse dans votre navigateur, ça se traduit par une adresse IP qui va se connecter sur une machine. Donc l'adresse IP de cette machine, je la connais, et il se trouve que c'est donc là 182. Non, c'est pas dans cette fenêtre-là. Si je vous le mets pas. Là, vous allez rien voir. Donc, former Firefox. Ah merde, ça garde pas. Alors, ça va être compliqué s'il faut que je refasse à chaque fois. Et là, je me bats un petit peu avec le logiciel. Hein. On va y arriver. Tac. Donc, c'est ce Firefox là. Pouf. Voilà. Il faut que je le remette là. Bien, super, ça va être pratique. Ça, il faut que je change à chaque fois. Donc, je connais l'adresse IP de cette machine. Il se trouve que celle qui est, donc on télécharge du site, par défaut elle est configurée pour répondre à l'IP 192.168.66.66. Donc si je vais dessus, si je tape cette IP là dans mon navigateur, je vois un site internet. Donc le site internet qu'on voit là, il n'est pas du tout sur internet, il est en local sur ma machine virtuelle. Et c'est lui qu'on va attaquer. Donc, comment un hacker qui fait bien son boulot fait pour attaquer ce genre de choses? Alors d'abord, la première chose que je vais pas faire là, c'est il doit se cacher. C'est-à-dire que là, tout ce que je vais faire, je vais le faire comme un gros bourrin, ça va être bien visible. Donc normalement, il faudrait que vous ayez en amont une série de logiciels pour cacher votre IP à vous, en fait, pour pas qu'on sache qui vous êtes quand vous allez attaquer un site. Donc ça, je vais pas vous montrer comment on fait, c'est trop long, et puis bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc on va faire comme si j'étais caché, mais là, ce qui est important, ce que je voulais vous montrer, c'est l'attaque en elle-même. Donc on va faire comme si c'était fait cette partie-là. Donc normalement un hacker, donc, il ne sait pas forcément qu'il y a un site internet, donc la première chose qu'il va faire, c'est il va faire un mapping des ports de la machine. Donc il connaît l'adresse IP, bon, il peut avoir regardé qu'il y avait un site internet, mais il ne sait pas ce qu'il y a d'autre en fait sur cette machine-là, sur ce serveur-là. Donc pour ça, il y a un logiciel qui s'appelle Nmap, donc qui est disponible sous Windows, sous Linux, hein, les deux. Hop là, je vais vous le mettre. Et donc c'est en ligne de commande, mais il y a une interface graphique qui est pareil disponible des deux côtés, enfin sous Linux et sous Windows, qui s'appelle ZenMap. C'est l'interface officielle, hein, c'est fourni avec le logiciel. Hop là, je vais le mettre là. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Comme tous les outils de hacker, c'est très beau. Donc, à quoi ça sert ça? En fait, ça sert à scanner une machine pour savoir tous les ports qui sont ouverts. Donc c'est quasiment la première chose à faire. Donc avant de se cacher, d'abord on cache son IP à soi, mais une fois qu'on est masqué caché, on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va regarder
la machine qu'on vise, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui est disponible dessus. Donc pour ça, on rentre l'IP. Bon, on va laisser les réglages par défaut, il y a tout un tas de réglages possibles. Donc, il va balayer un peu tout ce qui est possible, enfin tout ce qui existe sur la machine. Voilà, le scan est marqué en cours là. J'ai pas de retour. Si jamais il y a un truc qui marche pas ou vous voyez pas, ou vous entendez pas bien, vous me le dites dans le chat. J'ai la fenêtre de Twitch à côté de moi, hein, s'il y a besoin. Ok, donc. D'ailleurs, je vois que une personne en fait. Il y en avait d'autres qui voulaient voir, mais ils sont peut-être pas connectés. C'est peut-être pour ça que je les vois pas. Bon. Hop là. Donc alors le scan. Hop là, on retourne à la mouton. Donc le scan est fini. Bon, il y a tout un tas de trucs. Il y a le rapport texte, mais comme c'est une interface graphique, on a droit à un beau petit truc graphique. Donc en fait, ce qui est intéressant, ça nous dit en fait tous les ports qui sont ouverts sur la machine. Donc en gros, qu'est-ce que la machine... Ah, quelles sont les portes d'entrée possibles vers la machine. Donc il y en a 3. Il y a le port 22, qui est donc le port SSH, qui est le port d'administration pour se connecter à la machine en général. Donc, là, en l'occurrence, il est ouvert sur cette machine-là. Il y a le port 80, donc ça c'est le site internet. C'est le port par défaut pour accéder au site internet. Et il y a un autre port, là, le 6667, qui apparemment est un port de chat, enfin de logiciel IRC. Donc ça veut dire que ce serveur-là fait aussi un chat IRC quelque part. Donc nous, ce qui va nous intéresser, là, enfin en tout cas dans la démo que je vais faire, parce qu'après il y a d'autres trucs, mais sur la démo que je vais faire, ça va être donc le port 80. On va aller voir le site internet et l'attaquer, pour après ensuite pouvoir se connecter sur le port 22, donc se connecter à la machine. Vraiment accéder en administrateur à la machine. Mais d'abord, il faut pourrir le site. Enfin, pourrir. Il faut attaquer le site. Donc c'est donc le port 80 qu'on va attaquer. Alors pour ça, donc, on retourne sur le site internet. Évidemment, ça a perdu la fenêtre. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Hop, voilà. Non, il ne veut pas me la mettre. Si, voilà. Donc, on revient sur le site. Donc ça, c'est ce qu'on obtient quand on appelle le serveur sur le port 80, en fait. Hein, c'est le port par défaut. Donc, on obtient le site internet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est là? Enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on est un hacker là-dessus? En fait, ce qu'on va faire d'abord, enfin, ce qu'un hacker fait d'abord, c'est qu'il va faire l'inventaire. Ce qui est important, c'est de comprendre le site internet, de voir un peu comment il est foutu, qu'est-ce qu'il y a, et donc qu'est-ce qu'il y a de normal et qu'est-ce qu'il y a de pas normal. Qu'est-ce qu'il y a de mal fait, qu'est-ce qu'il y a... Enfin, il faut chercher tous les petits détails, tous les petits bugs. Donc là, on va pas faire toutes les pages, mais grosso modo, donc c'est un site qui vend du linge sale. Oui, c'est comme ça, c'est un faux site de toute façon. Donc on se promène un peu sur les pages, bon, il y a du texte, il y a des annonces, a priori c'est que, alors, je vais pas tous vous les faire, mais bon là il y a une page qui est en construction, il se passe rien. C'est beaucoup de news, et voilà, globalement il y a que du texte. Donc il faut savoir que du texte, pour un hacker c'est pourri. Ce qu'on veut, enfin ce qu'un hacker veut pour pouvoir attaquer quelque chose, il faut quelque chose de dynamique, quelque chose d'interactif. S'il n'y a pas d'interaction possible avec le site, bah, on peut rien pirater. Donc là, pour l'instant, que des pages de texte. Bon, je vais pas tous vous les faire. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, une première idée qui peut marcher, c'est d'afficher le code source. On peut avoir dans le code source des pages, donc pour faire un code source, hein, c'est pas compliqué, sous Firefox ou sur Internet Explorer, hein, vous faites bouton droit sur la page, vous avez une option pour afficher le code source de la page. D'ailleurs, je dois pouvoir vous l'afficher aussi. Hop. Y arriver. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, j'ai affiché le code source de la page que j'étais en train de regarder. Et donc le but, c'est de regarder, cette fois non plus dans le site en lui-même, mais dans le code source, si on voit des choses bizarres. Alors des choses bizarres, ça peut être des phrases en commentaire, des trucs qui ont été mis mais désactivés pour pas que ça se voit, donc du commentaire. Ou alors
des erreurs dans le code, enfin voilà, des choses comme ça. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, je ne vais pas faire toutes les pages. On peut naviguer, hein. Je suis sur index, service. En l'occurrence, bon, croyez-moi sur parole, il n'y a rien de spécifique dans le code source. Donc on trouve rien de bizarre, on n'a rien de spécial. Alors si, une chose quand même, quand on fait ça, si on est vraiment un hacker qui se respecte et qui veut vraiment faire le boulot correctement, on en profite pour noter toutes les informations. Donc un vrai hacker, et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tout le site, et il va essayer d'en déduire autant que possible plein d'éléments d'information, par exemple des adresses email, le nom des gens, la profession, des choses comme ça. Ça fait partie du boulot parce que dans le pire des cas, si vraiment le gars, je sais pas, c'est quelqu'un qui veut faire de l'espionnage industriel et qu'il a vraiment besoin d'accéder, enfin qu'il veut vraiment pirater quelque chose et qu'il n'y a rien de possible sur le site internet, au minimum, il aura trouvé des informations et par exemple, il peut appeler les gens. C'est con, mais il y a beaucoup de gens, quand on leur demande le mot de passe par téléphone, bah, ils donnent le mot de passe par téléphone. Donc ça s'appelle du reverse engineering, ou du reverse social engineering, je sais jamais. Bon, enfin, en tout cas, c'est du hacking si on veut, mais en fait, on appelle les gens et on attaque par les gens, quoi. On n'attaque pas par l'informatique. Donc là, c'est pas ce qu'on va faire, mais c'est intéressant de savoir que les gens peuvent, enfin, les hackers font comme ça aussi. Ils regardent le site pour collecter des informations. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à collecter, à part peut-être le nom des utilisateurs. Là, en l'occurrence, on va ici. C'est le nom des personnes. Donc il y a un certain Georges, il y a une Hélène, il y a une Carré. Bon, voilà. Donc potentiellement, ça peut nous aider par la suite, cette information-là. Donc, puis d'ailleurs, je crois qu'on les revoit, je sais plus où c'est, About Us, voilà. Et si on appuie sur les pages, voilà, on retombe sur des trucs où on voit qu'il y a une page Georges en construction, il y a une page Hélène en construction. Puis on revoit aussi l'histoire du bot, marqué ici. En fait, il y a bien un démon de chat IRC qui se trouve sur la machine. Et d'ailleurs, elle s'appelle, il y a un bot dessus qui s'appelle Shelley. Donc ça peut servir quand si on veut attaquer cette partie-là du serveur. Donc, on n'a rien trouvé en regardant les pages, on n'a rien trouvé en regardant le code. Donc, il y a d'autres informations qui sont disponibles dans un fichier qui s'appelle robot.txt. Alors, robot.txt, en fait, ça sert normalement à dire à Google ou à n'importe qui d'autre d'ailleurs, à tous les moteurs de recherche, de ne pas regarder les pages. En fait, le principe, c'est de dire, bon bah Google, tu me regardes tout mon site, sauf ça. Ça, je veux pas que tu y jettes un œil, je veux pas que tu le mettes dans ton moteur de recherche. Évidemment, quand on dit sauf ça, ça veut dire qu'en général, c'est des pages intéressantes, et si on veut pas que les moteurs de recherche les voient, c'est qu'elles ont sûrement une particularité intéressante. Donc, on va appeler le robot.txt s'il y en a un, et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc le robot.txt, il est toujours au même endroit, hein, c'est à la racine, et c'est toujours le même nom de fichier, c'est robot.txt, parce qu'il faut que les moteurs de recherche puissent le voir, et par convention, ils sont censés le prendre en compte. Maintenant, ils ne le prennent pas toujours en compte, mais théoriquement, ils sont censés le prendre en compte s'il est présent. Donc on regarde le robot.txt, et qu'est-ce qu'on apprend dedans? Que de fait, il y a deux choses qu'on ne veut pas que les moteurs de recherche voient, enfin que ce site internet ne veut pas que les moteurs de recherche regardent. Nous, en bon petit hacker, ça veut dire que c'est deux choses qui sont potentiellement intéressantes. Ça peut être une page d'administration, ça peut être, là en l'occurrence, voilà, un formulaire d'upload. Donc upload, c'est l'envoi de fichiers vers le site. Donc ça veut dire qu'il y a une page qui s'appelle upload.php, qu'on n'a pas vue jusqu'ici, mais qui existe, et donc qui est cachée, donc qui est cachée des moteurs de recherche en tout cas, mais qui n'est pas très cachée plus que ça. Donc bah nous, puisqu'on continue notre inspection, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà la page upload.php. Donc il n'est accessible que quand on met directement l'adresse. Hein. C'est parce qu'on sait l'adresse qu'on arrive à tomber dessus. Si on naviguait dans les liens, on ne la retrouverait pas. Donc on y voit apparemment un formulaire, hop là, qui permet d'envoyer un fichier de 100 kg maximum et qui l'envoie. Bon, qui l'envoie où, qui l'envoie quoi, on ne sait pas. Donc là, le principe, c'est de dire, on va tester ce formulaire en fait. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait, puisque
là, on a enfin trouvé une page qui était interactive. Donc, à partir du moment où c'est interactif, qu'il y a un échange avec nous, et ben, il y a un potentiel hacking avec nous. Donc, on va regarder ce que ça fait. Donc, a priori, il faut lui donner un JPEG. Hop là, alors, on va lui donner un JPEG. Là. Donc, il me dit un JPEG qui fait pas plus de 100 kg. Bon, voilà. Et on appuie sur Upload et ça l'envoie. Alors, on voit que ça marque que ça l'a envoyé. Ça a changé de nom, apparemment. Il a un nom tout bizarre, maintenant. Et si j'appuie dessus, ça l'a envoyé sur le serveur. Donc ça veut dire que ce qu'on vient de faire, c'est de prendre une image de ma machine à moi et de l'envoyer sur ce serveur. Donc c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, on peut envoyer des choses vers le serveur. On remarquera d'ailleurs au-dessus là qu'il y a un petit message « Attention, ce script n'est pas fonctionnel, il vaut mieux ne pas le mettre en ligne ». Donc, c'est-à-dire que la personne qui l'a conçu sait qu'il n'est pas bien sécurisé, et puis bah, ils l'ont mis en ligne quand même, ils ont voulu le cacher mais ils l'ont pas bien caché. C'est classique, hein. On est sur une machine virtuelle, donc qui sert de jeu hein, pour les conférences de hackers. Donc bon, il y a des indices, il y a des pistes évidemment. Hein. C'est pour ça que tout marche bien et qu'on va pouvoir la hacker jusqu'au bout. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça, mais le principe est le même. Donc, on peut envoyer des images. Ok. Alors, est-ce qu'on peut envoyer autre chose que des images? On retourne sur notre script. Est-ce qu'on peut envoyer autre chose? Alors, je sais pas, on va envoyer... Bon, je vais envoyer un fichier PHP. Donc là, j'ai un fichier qui s'appelle initial.php, je vous expliquerai ce que c'est exactement tout à l'heure, mais je m'en sers comme exemple là. Donc un fichier.php, je vais l'envoyer. Qu'est-ce qu'il me dit? Il a bien voulu, il l'a envoyé, par contre il l'a transformé en JPEG. Donc si je vais dessus, il me dit c'est pas un JPEG, ça marche pas. Donc, dans l'absolu, on peut envoyer des choses, mais ça les renomme en JPEG. À partir de là, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi ça les renomme, comment ça marche. Donc, quand c'est un formulaire comme ça, il y a un outil tout bête, pareil, disponible Linux, Windows, enfin peu importe. En fait, c'est une extension pour Firefox. Bon, j'imagine qu'il y a la même chose pour les autres, hein, je ne les connais pas bien. Ça s'appelle Web Developer. Donc Web Developer, ça se trouve, c'est dans les extensions officielles de Firefox. Hein. En fait, c'est une extension qui permet de décortiquer les pages, de comprendre un peu mieux comment elles sont faites. C'est fait pour les développeurs, comme le nom l'indique. Et donc, bah, ça permet d'étudier une page. Donc, on va étudier la page. Et notamment, alors il y a plein de choses, hein, on peut étudier les feuilles de style, on peut étudier le JavaScript quand il y en a, on peut, voilà. Moi, je veux étudier le formulaire, puisqu'il y en a un. Et notamment, donc s'il y avait un mot de passe, on pourrait l'afficher, il n'y en a pas. Mais on peut faire afficher les infos du formulaire. Donc ça, en fait, ça va montrer le code en fait qui est un peu derrière. Alors je pourrais le faire en... Non, je pourrais pas le faire d'ailleurs. Donc ça va montrer le code qui est un peu derrière. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc là, ça a affiché un bout du code. C'est un peu comme si j'avais fait le code source, si vous voulez. Ça revient un peu au même que d'afficher le code source de la page. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Donc c'est le format habituel pour un formulaire. Hein. Là, alors, quand on veut faire du hacking, enfin les hackers, ce qu'ils font, déjà, avant toute chose, ils apprennent à coder. C'est hyper important. On ne peut pas hacker quoi que ce soit si on ne connaît pas le langage dans lequel c'est fait. Là, je vous montre comment on hack un site internet. Ça veut dire qu'il faut savoir causer le langage des sites internet. C'est le prérequis minimum, quoi. On ne peut pas essayer d'aller plus loin si on n'a pas ça. Donc là, en l'occurrence, voilà, on a du langage HTML pour un formulaire. Donc, qui dit que, voilà, donc là, il y a un petit champ qui s'appelle max file size, où il y a la taille du fichier, donc 100 kg. Il y a un input name file name, où on retrouve un nom bizarre, donc a priori généré aléatoirement avec un point JPEG. On va revenir dessus. Après, donc on a la partie upload, donc là c'est le input, là c'est là où on met notre fichier. Et après on a le bouton pour soumettre, c'est le bouton qui est ici. Donc là on peut déjà commencer à comprendre un peu ce qui se passe. En fait ce formulaire là, bon, il a une variable là où il donne la taille du fichier, donc ça veut dire que si on change la variable, parce que là l'intérêt de Web Developer c'est qu'on peut changer les valeurs. Hein. Donc là tout ce qui est affiché, je peux le changer. Donc si j'ai envie de mettre un fichier plus gros, je pourrais par exemple.
Là, ça permet un premier piratage, entre guillemets, ce serait de tricher pour permettre d'envoyer une image plus grosse que les 100 kg. Puisque manifestement, c'est une variable qui est là et qu'on peut la changer. C'est un premier hacking, c'est dire qu'on a fait du hacking, mais on va faire un peu plus que ça. En dessous, on a donc ce fichier .jpeg là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? A priori, quand on envoie un fichier, on a vu que ça le renommait avec des noms bizarres. Donc a priori, ce qu'on voit là, c'est le nom que va avoir notre fichier une fois qu'il aura été envoyé. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire, bon bah je reprends mon fichier, voilà, initial.php, mais je veux pas qu'il soit renommé. Donc, je vais l'appeler encore initial.php. Voilà. Je l'envoie et je dis qu'en fait il a le même nom qu'au départ. On va voir si ça marche. Là, on voit que ça n'a pas marché. Apparemment, leur script d'envoi, il y a une autre protection qui fait qu'on ne peut pas envoyer du PHP. Effectivement, le PHP c'est dangereux, donc c'est bien, c'est une bonne protection. En général, si on peut permettre aux internautes d'envoyer du PHP sur notre machine, bah, c'est dangereux. Donc, on ne peut pas envoyer du PHP. Par contre, on peut donc envoyer du JPEG. Donc, on note tout ça, c'est vraiment toujours dans le principe du hacker, hein, on fait l'inventaire, on note tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on comprend. Donc, en fait, moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai pris un fichier texte à côté et j'ai noté tout ce que je trouvais. Donc il y a des tas d'informations qui serviront à rien, mais ça on le note, donc ok, on peut envoyer des fichiers, il faut que ce soit des JPEG, si c'est autre chose ça marche pas, puis si c'est du PHP surtout, ce qui nous intéresse, ça marche pas. Ok, c'est noté. Maintenant, on va essayer de voir si on peut envoyer d'autres choses. Alors par exemple là, j'ai un... Enfin, on va continuer, on va le renommer, et on va l'appeler Toto. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'extension, il n'a rien du tout, je l'appelle Toto. Là, il veut bien. Donc, il m'a envoyé un fichier qui s'appelle Toto. Alors évidemment, donc finalement, c'est un fichier texte, hein, mon fichier PHP, donc il me l'affiche en tant que texte. Donc, il est capable d'accepter finalement tous les formats de fichiers, sauf ce qui est, enfin, le PHP. Pourquoi est-ce qu'il interdit le PHP? Parce que le PHP, c'est du code exécutable, alors que tout le reste, ça s'affiche soit sous forme d'image, soit sous forme de texte, mais c'est pas exécutable, donc ça ne déclenche rien. Évidemment, moi, je veux du code qui soit exécutable. Alors, je vais faire une petite parenthèse, justement, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Donc, je vais envoyer un fichier. Pourquoi je vais envoyer un fichier sur ce site? En fait, le fameux initial, là, que je vous ai montré vite fait, c'est... alors, comment expliquer ça? C'est ce qu'on appelle donc un shell. Un shell, c'est du code qu'on envoie donc sur un serveur, et en fait, quand on va l'appeler, quand on appelle la page initial, on se retrouve comme si on était connecté à la machine. Donc, on a des capacités qui se rapprochent de ce qu'on pourrait faire si on était connecté à la machine, à peu près. Donc en l'occurrence, moi j'utilise Initial, donc si vous le voulez, il est disponible, il est trouvable sur internet, alors, je ne sais plus où il est exactement, voilà, bah, il est là. Initial. Il y en a plein, ça c'est celui que j'utilise là dans l'exemple, mais parce que il y en a des millions d'autres. Donc ce sont des scripts qui sont pas forcément de hackers d'ailleurs, qui sont pas forcément illégaux, mais de shell, c'est-à-dire de possibilité d'accéder à la machine en passant par un site internet. Il peut y avoir un vrai besoin dans une production d'utiliser ça, alors bon, pas dans les grandes entreprises évidemment, mais pour un truc local, on peut par exemple avoir une machine chez OVH et vouloir y accéder sans passer par l'interface OVH. Donc bah, on peut se mettre un shell comme ça, donc qui permet de faire des choses sur la machine. Alors, évidemment, il faut le protéger par mot de passe, hein, faut pas le laisser ouvert à tous les vents. Mais c'est un script qui permet de manipuler la machine sans être sur la machine, quoi. Enfin, en passant par le site internet. Donc c'est celui que j'ai récupéré, là, Initial, le dernier. Et donc c'est celui que j'essaie d'envoyer sur ce site parce que justement je veux accéder à ce site-là de manière plus sournoise, quoi. Enfin, en passant par là pour avoir plus de capacité que ce que le site internet peut me faire de base. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer des JPEG et je vais envoyer mon Initial. C'est tout ce que je peux faire. Donc là, à partir de là, on attaque les techniques de Sioux. Alors, il n'y a pas vraiment de...
faut le savoir en fait. Quand on est, enfin les hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent toutes les techniques qui existent et ils vont les essayer une par une. Il y a une technique qui existe enfin qui est assez courante dans les sites internet. On sait qu'on peut envoyer des images et donc on sait qu'on peut qu'on peut envoyer des images. Donc ce qu'on voudrait, c'est que notre image, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, le fichier qu'on va envoyer, on voudrait qu'il soit exécutable. Donc je vous ai dit, il y a le PHP qui est exécutable, le reste n'est pas exécutable. Donc il faut qu'on le force à être exécutable. Donc il faut qu'on arrive à envoyer un fichier dans ce site internet dans lequel on va dire, eh bien maintenant, tous les trucs qui s'appellent .toto, je veux que ce soit exécutable. Alors, pour ça, il y a, c'est là où il faut avoir une connaissance de ce qui se passe derrière. Donc on sait que c'est un site internet, on sait qu'il est sur le port 80. Si vous vous rappelez, alors je vais vous le remettre, hop là. Si vous vous rappelez sur le Nmap, il nous a dit aussi ce que c'était comme serveur internet. Donc sur le port 80, c'est un Apache. Et d'ailleurs c'est un Ubuntu. Donc à partir de là, il faut se documenter sur Apache, sur le langage internet, et comprendre un peu ce que Apache sait faire et peut permettre de faire. Et notamment, ce que Apache permet de faire, c'est d'avoir un fichier qui s'appelle le .htaccess. Et dans ce .htaccess, on peut rajouter des directives en fait. On peut configurer Apache avec donc ce fichier-là. Donc, une première idée, enfin, une idée, c'est de dire je n'ai pas la main sur mon serveur Apache, je n'ai pas la main sur ce serveur-là, mais je vais essayer de lui rajouter des paramétrages grâce à un fichier .htaccess. Donc pour ça, je vais en créer un. Donc je vais l'appeler n'importe comment, puisque je vais le renommer après. Donc là, j'ai créé un fichier. Et alors je vais vous montrer. Là. Et là. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais, ça a l'air bon. Donc, voilà le fichier que je vais envoyer. Alors c'est un peu tout petit. Je sais pas si on voit le texte. En gros, qu'est-ce qui est écrit dedans? Il n'y a qu'une ligne, mais en fait, le but, c'est de rajouter cette ligne-là, c'est une ligne de configuration du serveur Apache. Dans cette ligne, il est écrit que, donc c'est add-type, espace, application, slash, xhttpd.php, espace, .jpeg. Ça a l'air obscur comme ça l'est. C'est pour ça qu'il faut apprendre, chaque fois, il faut bien réviser la techno sur laquelle on veut faire du hacking. Et donc, en gros, ce que ça dit là, ça dit que tous les fichiers .jpeg sont exécutables comme du Apache. Donc, si j'arrive à envoyer ce fichier-là et à le faire prendre en compte par Apache, alors ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tous les .jpeg seront exécutables. Seront exécutés comme si c'était des .php. Du coup, j'aurais plus besoin d'avoir un .php. Je pourrais avoir un .jpeg, ça marchera aussi. Donc, j'ai mon fichier. Je veux l'envoyer. Donc, j'y retourne. On a normalement toutes les briques pour ça, puisque donc on a, hop là, faut que je m'en mette sur le formulaire, voilà, comme ça. Donc si on reprend toutes les connaissances qu'on a eues, on peut éditer le formulaire, on peut le renommer en ce qu'on veut, et donc il faut que maintenant qu'on envoie notre fichier de configuration d'Apache, notre ajout de configuration d'Apache. Donc, notre fichier d'ajout, c'est celui-là, c'est Handler. Donc c'est le fichier que je vous ai montré tout de suite, là, le fichier texte avec la ligne qui dit je veux que tous les JPEG soient exécutables. Et maintenant, ce fichier-là, on veut qu'il soit envoyé sur le serveur et pris en compte par le serveur. Donc pour ça, il faut que ce fichier-là que j'envoie s'appelle .htaccess. Théoriquement, un Apache mal configuré ou bien configuré, ça va dépendre de ce qu'on veut, mais un Apache va lire tous les fichiers .htaccess qu'il trouve et les prendre en compte. Donc là, je vais envoyer mon .htaccess, et théoriquement, il va, à partir du moment où je vais l'envoyer, puisque là on a vu que les fichiers qui n'étaient pas en .php, ils marchaient, donc celui-là il va réussir à être envoyé, et à partir de là,
je vais avoir déjà corrompu un peu le serveur pour lui faire des choses qu'il n'a pas prévues. Donc j'envoie. Il a bien voulu. D'ailleurs, ah bah non, je peux pas l'afficher. Je peux pas l'afficher, mais il est bien là. Parce que il me dit que j'ai pas le droit, mais il me dit pas qu'il n'existe pas. Donc j'ai envoyé mon fichier, .htaccess, et dedans j'ai dit, maintenant je veux que tous les JPEG soient exécutables. Ok, allons-y. Donc je récupère mon script Initial, donc mon script qui permet d'accéder à des ressources de la machine par Internet, par le biais du site Internet. Donc on veut qu'il soit nommé comme un JPEG. Alors je vais pas laisser le nom, je vais mettre un autre nom. Hop là, ça va être plus facile à se rappeler. Donc toto.jpeg. Donc mon initial.php va être renommé en toto.jpeg et mis au même endroit que là où j'ai mis le htaccess. Donc puisqu'il va être au même endroit, il va avoir les droits qui sont écrits dedans et donc il va être exécutable puisque c'est ce que j'ai mis dans mon fichier htaccess. Donc j'envoie. Et là normalement, magie, mon .jpeg n'est plus une image, il est bien du code exécutable et donc ça exécute le code de Initial, donc le code que j'ai envoyé. Donc là, on a déjà un pied dans la porte, enfin plus qu'un pied d'ailleurs, c'est qu'on a réussi, donc à partir d'un site internet, a priori pas très interactif, à envoyer du code sur le serveur. Donc ce code-là, ça pourrait être n'importe quel code, hein. Je pourrais envoyer un code qui marque Toto, hein, ou qui fait jouer une vidéo, enfin voilà, j'ai envoyé du code sur le serveur et je sais l'exécuter. Donc là, c'est déjà quasiment plié, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Alors en l'occurrence, le script Initial, ah oui, alors si vous bossez sous Windows, parce que j'ai eu le cas tout à l'heure, j'ai désactivé l'antivirus, hein, parce que le script Initial, il me laisse pas travailler avec, parce que l'antivirus, sur vos postes, il voit ces choses-là et il vous interdit de les manipuler. Donc là, il faut, si vous voulez faire ce jeu, si vous voulez faire le même genre de choses chez vous, il faut désactiver votre antivirus. De toute façon, vous bossez en local, donc c'est pas gênant. Donc, l'interface Initial, par défaut, il demande un login mot de passe qui est configuré dans le fichier. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'est. Pouf, pouf, pouf. Voilà, c'est ça. C'est le nom du créateur, en fait. Donc, Layonanesh, un Indien, apparemment. Un Hindou, un Indien. Donc, qui a créé ce script. Hein, donc, bravo à lui. Et donc, il demande, enfin, faut le mettre en login mot de passe par défaut. Hop là, donc, je suis dans mon interface Initial. Donc à partir de là, donc c'est ce fameux truc-là, shell, là. Donc ça, c'est des shells qui sont spécifiques aux hackers, et enfin, en tout cas, des testeurs de sécurité, puisqu'il y a plein de fonctionnalités qui sont faites exprès pour pourrir la machine. Vous avez aussi des shells qui sont vraiment des shells basiques où vous avez une interface de ligne de commande, quoi, hein. Vous pouvez taper des commandes bêtes et méchantes, du genre changement de répertoire, bougeage de fichiers, enfin voilà, des choses comme ça. Donc là, c'est un script spécifique pour faire de la sécurité ou du hacking. Donc, ce script-là, donc maintenant je suis bien sur le serveur, hein, je suis sur le serveur que j'attaque, et j'ai envoyé du code et je peux afficher plein de trucs marrants. Donc à partir de là, tout ce que je vois, enfin tout ce que je vais pouvoir faire, c'est en fonction des droits que le serveur a attribué à Apache. Donc en fait, là, j'ai pas tous les droits sur la machine, je peux pas faire tout ce que je veux. Je peux faire tout ce qui est ouvert à tous les vents, donc plus ou moins de choses, hein. Si vous êtes administrateur système, vous savez que la sécurisation c'est toujours un peu compliqué. Donc là, je peux faire tout ce qu'on m'autorise à faire. Tout ce que Apache a le droit de faire. Donc Apache, c'est le serveur internet. En l'occurrence, par exemple, je vois les images que j'ai envoyées tout à l'heure. Donc toto.jpg, c'est celle sur laquelle je suis, mais je vois aussi un fichier Toto que j'ai envoyé tout à l'heure, qui est encore là, qui n'a pas été effacé. Donc, par exemple, je pourrais le renommer, tiens. Ce qui me dit, ah non. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai plus mon script toto.jpg, il a disparu. Alors apparemment, il y a une autre sécurité sur ce serveur qui fait qu'au bout d'un moment, tout ce qu'il y a dans le répertoire
upload, donc tous les fichiers qu'on envoie, ils sont effacés. Il faut que je recommence. Donc, on y retourne, on renvoie notre fichier, parce que c'est pas parce qu'on se fait effacer que ne commencera pas, hein. On est comme ça, nous. Hop là, faut que j'aille plus vite, en fait. J'ai mis trop de temps à vous expliquer, et donc, du coup, il a tout effacé. Hop. Donc, mon script initial, donc je l'appelle Toto, hop là, hop là, hop. Ah, et il faut que je renvoie mon htaccess aussi, il a tout effacé, hein. Il a aussi effacé ce qui rend exécutable les JPEG. Donc là, pardon, hop, voilà, htaccess, hop, hop. Donc, ok, et moi je veux mon toto.jpeg, voilà, on y retourne. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, je pourrais potentiellement effacer des fichiers si j'ai le droit, renommer des fichiers si j'ai le droit, ou je pourrais les télécharger. L'intérêt de télécharger, c'est que par exemple, si je trouvais des fichiers .php, je pourrais lire le code qui est à l'intérieur. Donc, on va essayer de se promener un peu, parce que là, on est dans le répertoire upload. On va essayer d'aller ailleurs, voir ce qui s'y passe. Alors, tiens, par exemple, là, on est à la racine du site internet. Donc, on retrouve le fichier robot.txt qu'on a trouvé tout à l'heure, on voit un peu toute l'arborescence, on voit le fichier upload.php, c'est l'occasion par exemple de le télécharger, non d'ailleurs je crois que je peux le regarder directement, voilà. Donc si j'appuie dessus, je vois non pas le code tel qu'il est exécuté quand je navigue dessus comme un internaute normal, mais je vois le code qu'il y a derrière, donc c'est du PHP, le PHP, il y a des instructions spécifiques, voilà par exemple il y a le génération de random string, on voit il y a du code plus poussé, enfin plus intéressant que ce qu'on voit de l'extérieur en fait. Donc là, comme je suis à l'intérieur du serveur, je peux voir le code source du PHP. Et bon, pour ceux qui savent un peu comment ça fonctionne, le PHP, le HTML, c'est beaucoup plus intéressant. Donc en fait, on voit exactement comment le formulaire a été programmé avec plein de détails, notamment, j'imagine, sur l'histoire qu'il interdit les PHP, des choses comme ça. Par exemple, là, ce que je pourrais faire, si j'avais le droit, c'est éditer le script pour dire, bah maintenant tu autorises le PHP. Je vais pas le faire là parce que je crois que j'ai pas le droit. De toute façon, le fichier n'est pas accessible en écriture. Mais voilà, dans l'absolu, je peux faire plein de choses. Donc à partir de là, on n'est pas très loin d'avoir réussi notre coup, hein, d'avoir compromis la machine. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est de trouver un moyen d'accéder vraiment à la machine. C'est-à-dire que là, on est par notre script, il va être effacé dans 5 minutes, donc c'est chiant. Et on peut pas tout faire ce qu'on veut puisqu'on n'a que les droits d'Apache. Donc il faut qu'on trouve les droits de quelqu'un d'autre, les droits d'un administrateur. Alors, comme ça va vite couper, enfin que mon script va bientôt disparaître, je vais faire plus rapide, hein. Normalement il faut chercher, etc. Hein. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'il y a par exemple un répertoire qui s'appelle Shelley. Bon, d'accord. Si, alors ce qu'on peut faire, c'est d'aller sur le slash. Voilà, là on est à la racine du serveur. Donc on peut lister, apparemment on a le droit, de lister tous les fichiers du serveur. On peut pas forcément voir ce qu'il y a dedans, mais on peut les lister. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, il y a des choses qui me laissent pas faire, mais il y a des choses qui me laissent faire. Bon, je vais aller au plus vite, hein. Normalement, il faut passer tout le temps et puis chercher un peu ce qui va pas. Et alors non, tiens, je croyais que c'était là. Je sais plus où c'est. Bah du coup, je sais plus où c'est. Il y a en fait quelque part un fichier parce que c'est une machine de jeu. Il y a un fichier George en fait, un fichier texte qui traîne sur la machine avec directement le mot de passe en clair. Alors, ce qu'on va faire, tuc. Alors, il y a plein de petites fonctionnalités amusantes, hein. On peut casser plein de choses, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lstmp, voilà. S'il veut bien, non, il veut pas, bah, je sais plus où est le fichier. Je vais regarder mes notes, je triche, parce que je l'ai déjà fait. Donc je vais regarder mes notes, et donc théoriquement, il aurait fallu chercher longtemps, mais vu que je l'ai déjà fait, on va raccourcir ça. Vous savez quoi? Voilà. Donc, il est où le fichier caché qui était marrant?
Alors, si, il y a des grands classiques, je vais vous les montrer quand même. En général, ce que fait un hacker, la première chose qu'il regarde, c'est ça. Donc, ETC password. D'ailleurs, il peut pas. C'est ETC password, c'est comme ça qu'il est écrit. Oh, j'avais réussi, moi, parce que je vois que j'avais réussi. Bon. À l'époque, j'avais réussi. Alors, c'est peut-être pas ETC. J'ai mal écrit, je suis con. Qu'est-ce qui se passe? Arg! Le hacker est arrêté dans son élan. C'est une catastrophe. Et oui, c'est pas si simple de hacker. TC groupe peut-être? Oups, groupe, je sais jamais. Bah j'arrive plus à rien, dis donc. Curl disable. Alors par exemple, il y a une fonction de DOS. On pourrait pourrir le site en fait, on pourrait faire sauter le site si on voulait. Bon, bah, je suis un peu paumé, là, je sais pas pourquoi j'y arrive plus. Normalement, j'avais accès à ETC password, pourtant il me semble. Ah oui, mais ETC tout court. Et oui. Voilà, je suis bête. Donc ETC, voilà, et dedans, alors pourquoi est-ce qu'il me plante tout le temps là, bon. En fait, j'ai l'impression que c'est mon N-Shell qui marche pas bien, parce que je vois, il m'envoie des erreurs. Je me souviens d'une version précédente que j'avais de N-Shell qui était plus propre. Parce que là, il fait le listing, mais il s'arrête avant la fin. Donc ça, c'est la faute à mon script, hein. C'est pas la faute du serveur, c'est moi qui l'attaque pas bien. Donc bon, en tout cas, on peut se promener dans le serveur et on peut regarder un peu tout ce qui s'y passe. Et donc, il y a un fichier qui traîne quelque part. Bon, là, je peux pas vous le montrer du coup. Mais il y a un fichier qui contient le mot de passe de la personne. Donc c'est très mal, c'est pas à faire, évidemment. Euh, est-ce que je l'ai noté? Je regarde dans mes notes, hein. Je suis un gros paresseux. Voilà, c'est ici. var TMP. Ah, c'est dans var TMP. Bon. Et donc, une fois qu'on a bien parcouru tout le machin, on se retrouve ici. Voilà, var TMP. Il y a un George là. Et normalement, dans ce George. Non, c'est pas ça non plus. Alors, c'est dans ETC. Donc, bon, ça. Voilà, il est là. Il y a donc un répertoire qui s'appelle /etc/pass. Donc quand on a parcouru tout le serveur, hein, puisqu'on peut naviguer partout, si on a un script qui marche bien, le N-Shell du coup est pas très bon. L'ancienne version était meilleure, donc on va prendre la dernière. Donc il y a un dossier qui s'appelle etc.pass, enfin etc/pass, et dedans on a plein de gens avec probablement des fichiers de mots de passe dedans. Il y en a qu'un seul qu'on peut lire, c'est celui-là, et donc on a le mot de passe de la personne en question. Donc ça veut dire qu'il y a un login, Georges. Donc si on reprend un peu tout l'historique, on l'a vu sur le site, c'est une des personnes qui bosse pour cette compagnie. Donc il y a quelqu'un dont le login est Georges, dont le mot de passe est ça, qui a les droits sur le serveur. Donc il peut accéder au serveur. Pas par la page internet, mais vraiment y accéder. Donc une fois qu'on a ces informations-là, on a gagné. En l'occurrence là, on a gagné pour cette démo, parce que après il y a plein de choses à faire, mais on a gagné là pour la démo. Puisqu'on va maintenant se connecter au serveur, vraiment, pas en attaquant le site internet, puisque maintenant on a toutes les autorisations pour le faire. Donc si je reprends le Zmap de tout à l'heure, non, il ne veut pas, je vois bien. Bon, c'est pas grave, le peu qui m'intéresse est visible. Donc on avait dit il y avait donc un site internet, il y a un truc IRC, et il y a donc un port 22, un OpenSSH, donc c'est ce qui permet de se connecter vraiment à la machine. Donc, connectons-nous en SSH. Alors là, en l'occurrence, sous Windows, on utilise, enfin moi j'utilise Putty, un client SSH. Sous Linux, c'est livré par défaut, donc c'est le client SSH. Alors, que je vous l'affiche. Pas trop en fait. Bon, on va faire comme si vous voyez rien. Non, je vais cacher des trucs quand même. Parce que je m'en sers, le client SSH, je m'en sers pour travailler aussi, donc il y a des petites informations qu'il ne faut pas que vous voyez. Je les enlève tout de suite, et après on recommence.
Après, je vous les montre. Ah oui, il ne s'agirait pas de vous montrer tous mes petits trucs de boulot, ce serait dommage. Il y en a plein en plus. Je fais juste un petit nettoyage pour pas que vous voyez les machines sur lesquelles je travaille au boulot. Voilà. Donc, maintenant, je peux vous le montrer. Hop, outil. Hop, voilà. Voilà mon petit outil. On va le mettre un peu plus grand parce qu'il est tout petit, on voit rien. Hop, voilà. Donc ça, c'est le client Windows pour se connecter à des machines en SSH. Donc, le hostname, donc l'IP adresse. On a l'adresse de la machine, donc 168.56, celle-là on l'avait dès le départ. On se connecte. Donc il n'a jamais vu, c'est normal. Donc, ah oui, vous voyez plus. Là, normalement, vous le voyez. Voilà. Non, je vous montrerai pas les machines que j'ai de boulot. Non, c'est pas la peine de demander. De toute façon, ça servira à rien puisque il n'y a pas accès depuis chez vous. Bon, alors, donc, je me connecte là vraiment sur la machine, vraiment au sens port SSH. Donc, quand on est sur une machine Linux, c'est ce qui te fait mieux en connexion. On passe pas par un site internet, on est vraiment sur la machine. Donc, on se log en quoi? On a dit qu'il y avait un Georges. Georges avec ou sans S, je ne me rappelle plus. Sans S, hop là, donc Georges. Et, donc, Georges existe. Et donc là, bon, il y a un petit logo parce que donc c'est le serveur c'est un wargame, hein, c'est un serveur de jeu qui te le dit. Et donc le mot de passe qu'on a récupéré donc tout à l'heure en fouillant les fichiers du serveur. Donc ne jamais écrire son mot de passe dans un fichier de serveur, bien évidemment. Ni ailleurs d'ailleurs, on n'écrit pas son mot de passe, ça ne se fait pas. Hop là, et là, donc je ne suis plus en train de hacker, j'ai une autorisation réelle sur la machine. Donc je suis vraiment dans la machine. À partir de là, j'ai une authentification légale, enfin légale. Je ne triche pas, j'utilise un vrai compte d'une vraie personne. Et donc je vais pouvoir commencer à faire des vraies choses sur la machine. Je ne vais plus être limité par mon script de shell ou par voilà, tout ce qui peut traîner. Donc pour la démo, je pense que c'est déjà pas mal. Alors en fait, l'étape suivante, là on a un compte pour accéder à la machine physique, donc on peut se promener dessus. On est beaucoup plus libre que ce qu'on pouvait faire. Hop là, il n'y a pas de LS. On est beaucoup plus libre que ce qu'on pouvait faire à travers le script. Hein. Là, j'ai pas de message d'erreur, je peux faire tout ce que j'ai envie. Donc je suis en mode, donc c'est un Linux, hein, donc je tape des commandes en ligne comme un Linux. Si j'avais eu le compte d'accès d'un Windows, bah, j'aurais tapé des commandes Windows, mais là c'est un Linux. Donc on peut retrouver d'ailleurs, maintenant que je suis bien connecté, on peut retrouver le fameux répertoire pass qui contient plein de fichiers texte avec les mots de passe de plein de gens. Évidemment, on peut pas les voir. Donc je peux pas tricher. En fait, ce qu'on voit, c'est que le seul que je pouvais lire par le site internet, donc je vous montre, je suis en train de le montrer avec mon doigt en fait, mais ça sert à rien. Il faut que je vous le montre avec la souris. C'est celui-là, donc c'est celui de Georges. Et c'est là qu'on voit que c'est une machine qui est un peu fait exprès, parce que donc celui de Georges, comme par hasard, avait les droits, enfin en fait le propriétaire de ce fichier-là, c'était Apache. Donc justement le serveur web, donc justement le truc par lequel on est arrivé. Donc comme par hasard, le seul fichier qui est lisible du serveur web, c'est un qui contient les mots de passe. Donc là, tout est mis en œuvre pour que ce soit facile et rigolo. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Mais sur le principe, c'est ça. Donc le but du jeu, à partir de là, c'est d'arriver à lire les mots de passe des autres, pour lire les mots de passe, et en fait de remonter comme ça jusqu'à être root. Là, on est sur une machine Linux, donc root, c'est-à-dire l'administrateur principal qui a tous les droits sur la machine. Je vais pas le faire là. Il y a plein d'étapes. Donc ça, c'est un jeu qui s'appelle... c'est un wargame donc du hacker en scène. Non, du Akito Ergo Sum, pardon. Akito Ergo Sum, donc une conférence de hacker de 2010, donc qui existait vraiment. La machine virtuelle était mise à disposition pendant le salon, et tout le monde pouvait l'attaquer. Et donc, on peut y rejouer, et il y a plein de niveaux, en fait. Là, je vous ai fait le premier niveau, finalement. Le niveau facile, où on arrive à accéder à un vrai utilisateur de la machine. À partir de là, il y a d'autres niveaux pour arriver à monter plus haut.
Je sais pas si je vous montrerai ça dans une autre vidéo, il y a d'autres techniques. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une attaque de site internet. Après, une fois qu'on est sur la machine, il y a ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges, où en fait, petit à petit, on monte vers des users qui ont plus de droits, jusqu'à obtenir celui qui a tous les droits. Évidemment, comme là c'est un jeu, bah, il y a toute une graduation d'épreuves où on remonte les utilisateurs. Donc voilà, je vous ai montré un peu comment on fait. Donc une attaque de site internet, donc là c'est de l'injection de code. Enfin c'est de l'injection de code, c'est de l'envoi de fichiers. Donc on a envoyé un fichier qu'on a rendu exécutable grâce à un script qui est mal sécurisé finalement, hein. On a utilisé ce que le site internet nous fournissait pour le détourner. Il y a d'autres techniques, sans parler des techniques d'escalade de privilèges, mais pour les attaques de sites internet, il y a ce qu'on appelle l'injection SQL, où en fait on utilise pareil une page du site internet qui est mal sécurisée pour accéder non pas à du code PHP, mais à la base de données qu'il y a derrière. Bon là en l'occurrence c'est un site qui n'a pas de base de données, mais ce qu'on entend souvent parler à la télé, c'est des vols je sais pas, de numéros de carte bleue, des choses comme ça, ou de mots de passe. Ça c'est typiquement un accès à la base de données qui se trouvait derrière, je sais pas, la base de données de Facebook, la base de données d'Orange, j'en sais rien. Et donc ce type d'attaque-là, ça se fait en général par de l'injection SQL. Donc, puisque le langage de la base de données, c'est du SQL. Donc en fait, on injecte des commandes SQL à travers une page interactive, donc soit un formulaire, soit n'importe quoi d'ailleurs, ça dépend comment est faite la page. Et on exécute du code que le développeur du site n'avait pas prévu. Il ne s'était pas protégé contre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de l'injection. Alors il y a de l'injection de code, donc ça ressemble un peu à ce que je viens de faire là, mais on peut carrément, en fait, dans l'adresse, dans l'URL que vous tapez en haut, il y a certains sites où vous pouvez carrément mettre du code au bout, et enfin sur certaines pages, dans certaines conditions, mais vous mettez du code au bout, et il est exécuté au moment où vous appuyez sur Entrée, quoi. Donc ça, c'est en général de l'injection JavaScript plutôt. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du cross-scripting. Alors le cross-scripting, c'est un peu plus particulier, c'est en fait on injecte un truc dans un site internet qui va interagir avec un autre truc ailleurs, qui est pas sur le site internet. Donc par exemple, là, j'aurais pu le faire sur cette page-là d'ailleurs, parce qu'elle elle est assez ouverte. Vu que je peux envoyer n'importe quelle page PHP que je veux, par exemple, on pourrait envoyer une page qui ressemble à la page d'origine, mais qui contient, en fait, qui appelle une autre, qui appelle une qui est chez moi par exemple. Et du coup, par exemple, je sais pas, un formulaire de connexion sur le site d'origine, et puis il est mal sécurisé, donc vous pouvez faire de l'injection, enfin du cross-scripting. Donc en fait, vous pouvez remplacer cette page-là par une page qui va afficher un formulaire de connexion aussi, mais qui n'est pas celui du site, qui est le mien par exemple, qui va le chercher ailleurs. Et donc du coup, quand vous rentrez votre login mot de passe, bah, il va pas aller sur le site, il va aller ailleurs, sur le mien. Donc voilà, qu'ici encore, il y a des vols de cookies, enfin bon, il y a des tas de techniques, rien que sur le domaine du site internet, et puis après, sur les serveurs, voilà, le monde du hacking est très vaste, on peut faire beaucoup de choses, et à chaque fois, le mot d'ordre du hacker, c'est de comprendre. Donc en fait, à la base, enfin maintenant, voilà, quand on en parle sur les JT, etc., c'est toujours le hacker qui pirate, d'ailleurs c'est ce que je vous ai montré. Mais à la base, c'est pas ça. C'est le gars qui comprend et qui voit le défaut. Donc, à chaque fois qu'il y a une attaque de fait, ça veut dire qu'il y a eu en amont une compréhension du langage de programmation utilisé, de la manière dont ça a été fait. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramétrages comme ça, enfin, de connaissances comme ça à avoir. Et voilà. Et donc, avant de pouvoir hacker, il faut savoir. Parce que là, si vous ne savez pas que Apache fonctionne de telle manière, que htaccess fonctionne de telle manière, enfin qu'il existe déjà, que ça fonctionne de telle manière, si vous ne savez pas les lignes de commande que Apache accepte, si vous ne comprenez pas l'environnement Linux, enfin voilà, il y a tout un tas de choses, de prérequis à savoir avant pour comprendre, mais une fois qu'on comprend, on se rend compte que finalement il y a des choses assez mal sécurisées. Bon là c'est un jeu, évidemment c'est facile, mais il y a beaucoup de sites, principalement des sites de particuliers, mais pas que, où bah, c'est très mal fait. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment de savoir le faire,
pour pouvoir se protéger contre. C'est ce qu'on appelle le ethical hacking. C'est ce que je vous ai montré. J'ai pas fait de vraie attaque, j'ai pas fait de choses dangereuses ni illégales d'ailleurs. Par contre, si vous voulez faire la même chose sur un site qui est à vous, ça va. Si vous voulez faire la même chose sur un site de quelqu'un d'autre, il faut que quelqu'un d'autre soit d'accord. Mais ça vous permet au moins de dire, enfin, une fois que vous avez l'accord, en attaquant comme ça permet de savoir tout de suite où est la faille de sécurité. C'est beaucoup plus simple que dans l'autre sens. Dans l'autre sens, le développeur, il a produit un code, il peut être très volumineux, et il va pas forcément savoir où sont les failles. En étant celui qui va attaquer, en attaquant vraiment, quoi, pas en faisant semblant d'attaquer, en attaquant vraiment, eh ben, vous trouvez les failles, et après vous pouvez les corriger. Là, en l'occurrence, ce qu'on a vu, ça veut dire que le formulaire d'upload n'est pas bon, et doit interdire beaucoup de choses. En fait, il devrait interdire tous les fichiers qui ne sont pas des JPEG. J'aurais pas pu envoyer de htaccess. Donc il ne devrait pas interdire juste le PHP, il devrait interdire tout ce qui n'est pas JPEG. Et le mécanisme de renommage des fichiers qui est inclus dans le formulaire, là où on peut mettre le nom du fichier de destination, ça c'est pas bon non plus. Donc s'il fallait sécuriser ce formulaire-là, il faudrait que le changement de nom ne soit pas paramétrable, donc que l'internaute ne puisse pas le paramétrer, et que tous les fichiers hors JPEG soient interdits. Voilà, ça pourrait être une première phase de sécurisation. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, on verra si j'en fais d'autres. Si ça vous plaît beaucoup, on verra. Après, ça peut devenir un peu touffu. Donc là, j'ai fait un truc facile. On verra si vous voulez le niveau au-dessus. Eh bien, je vous remercie à tous ceux qui étaient là. Alors, je ne sais pas combien on est, parce que Twitch me dit pas beaucoup, en fait. Mais bon, on verra bien. Et à la prochaine. Voilà. Salut!